Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Action Tactical, donc votre chaîne, pour une nouvelle vidéo. Donc sujet de la vidéo, donc aujourd'hui, bien commencer la TLD pour débutants. Donc nous allons commencer dans la foulée de suite après ça. Donc, vidéo particulière aujourd'hui, puisque nous avons un invité, donc Jack, merci d'être venu. Merci à vous. Donc qui est un spécialiste amateur, enfin bon bref, je peux pas trop en dire, qui est vraiment qualifié dans le domaine au niveau de la TLD. C'est pour ça que j'ai demandé son coup de main, parce qu'il va nous amener beaucoup de choses. Il va pouvoir vous guider, surtout au niveau des débutants, pour bien commencer la TLD, puisque c'est un environnement et un monde très complexe, où il y a énormément de choses et de facteurs à savoir et à comprendre avant de se lancer dans une telle discipline. Tu confirmes? Oui, je confirme, et le plaisir est partagé. Merci beaucoup de m'inviter à AR15 Action Tactical. Bah écoute, nous, c'est surtout moi à qui ça fait plaisir, et à mes abonnés qui vont vraiment être contents d'avoir des conseils précieux, judicieux et fondés de sens. Donc, alors, comme vous le savez tous, dans le tir, il y a plusieurs disciplines. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, donc on va refaire rapidement le comptage, grosso modo. Donc, nous avons donc le tir de précision, arme de poing, arme d'épaule, nous avons la TSV, donc tir de rapidité, nous avons aussi tout ce qui est balle trap, nous avons du tir olympique, nous avons, qu'est-ce que nous avons, de la poudre noire, du tar, etc., etc. Et une discipline, on va dire, à part entière, je sais pas si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Oui, exigeante, on va dire. Exigeante, pointue, qui est la TLD, qui signifie donc tir longue distance, qui varie entre 300, voire jusqu'à de 300 à 1500 mètres. On est d'accord? Oui, tout à fait. Donc de 300 à 1500 mètres. Alors, les amis, vous avez devant vous une carabine de tir longue distance, tactique, je précise bien, donc tactique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on est plus sur une carabine pour du tir opérationnel. Tu confirmes? Oui, du mid-range, oui. Voilà, du mid-range, donc moyenne distance. Donc ça sous-entend jusqu'à 800 mètres. Oui, exactement, c'est très précis, oui. Sur un calibre en 7,62 autant. Donc c'est une carabine qui est à la fois compacte, relativement courte, elle prend autant de place et d'encombrement qu'un AR15, c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'ai choisi, avec une crosse pliable, pour justement éviter d'être encombré, avec une optique électronique, numérique, avec un correcteur balistique jusqu'à une distance de 1500 mètres, ce qui est amplement suffisant pour cette arme-là. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Il y a des vidéos dédiées sur les lunettes ATN thermiques, thermiques, je vais en faire, sur des thermiques, ça c'est une vision nocturne, donc infrarouge. Donc vous avez plusieurs modèles différents. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très pointu. Donc on va pas rentrer dans les détails sur cette lunette-là, on va plutôt parler de tout ce qui est, comme vous avez ici une lunette Schmidt & Bender, donc PM2, donc qui est la version police militaire, donc la vraie, hein. Donc ici, que Jack va nous décrire, il va nous en parler. Donc il va vous parler de tout ce qui est optique, tout ce qui est calibre, tout ce qui est carabine, les petites choses qui sont à savoir pour débuter. Et on va lui demander tous les conseils qui vont bien. Et croyez-moi, ça va vous être vraiment, 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 vraiment précieux. Donc Jack, nous t'écoutons. Par quoi on va commencer au niveau d'un débutant? Alors nous allons débuter avec donc la base. Donc la base, qu'est-ce qu'on entend par la base? On va commencer évidemment par les bons conseils qui vont bien, pour pas se ruiner au niveau d'un débutant. Alors, première chose, par quel calibre on commence? Donc, qu'est-ce qui serait le meilleur calibre pour pouvoir débuter, qui ne reviendrait pas trop cher à quelqu'un qui veut se lancer dans la TLD ou qui veut, on va dire, commencer à toucher à de la TLD? Bah, le plus simple et le plus évident, c'est de commencer par de la 22 long rifle. D'accord. Ou en dessous de 1000 €, peu importe les marques. On a des carabines très très performantes qui, jusqu'à 50, 100, voire 200 mètres, on peut tirer à la 22, qui sont très efficaces sans se ruiner. Donc on va dire que optique plus carabine, avec un package de 1500 €, généralement on s'en sort très très bien. Le bipied compris. Bipied compris, bien sûr. D'accord, ok. Donc, moi, je vais donner quelques marques. Nous avons notamment, donc arrête-moi si je me trompe, hein, parce que c'est quand même toi qui est dans le domaine à ce niveau-là. CZ, pour moi, c'est une référence dans le sens rapport qualité-prix. Moi, je confirme. Je confirme, pour pas se tromper, entre 500 et 800 € selon les modèles que l'on choisit et ses goûts esthétiques, bois, tactique ou autre. On a une carabine de ce qu'il y a de plus performant pour moi aujourd'hui sur le marché en 22 long rifle.
Ouais, surtout qu'il y a comme beaucoup de modèles qui sont en vente. Hein. Ouais, tout à fait. Une facilité d'avoir des pièces de changement de canon et de réparation qui sont très très appréciables aussi. Donc on peut avoir du match, du semi-match, etc., etc. Ouais, tout à fait. D'origine sur une carabine, ce qui est assez rare. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement, puisqu'on parlait de match et de semi-match, est-ce que tu conseillerais plutôt un canon lourd, donc match, pour un débutant, ou plutôt commencer par un semi-match? Honnêtement, sur une 22, après c'est un petit peu plus du luxe à mon goût, que ce soit match ou semi-match, pour faire du BR50 et du 50 mètres, vous allez arriver relativement au même résultat. Alors c'est sûr que si on a les moyens pour se faire plaisir, autant prendre un boîtier match et un canon match, comme on a sur des CZ 457, si je me trompe pas. La mienne notamment. Ouais, qui sont de très bonnes carabines, et c'est ce que je conseille notamment à un débutant. Voilà, pour un budget de 800 €, on a une carabine très très performante. D'accord. Alors, pour ce qui concerne maintenant, on va dire les optiques. Qu'est-ce que tu conseilles à peu près comme optique au niveau du grossissement par rapport à la qualité de réception de la luminosité dans l'optique? Est-ce que tu as, on va dire, des marques que tu préconises plutôt que d'autres par rapport au rapport qualité-prix, justement, sur une 22 Lorif de ce genre-là? Ouais, bah, pour rester dans du correct, hein, sans taper dans des lunettes qui vont dépasser les 1000 €, Ouais. vous avez, moi, ce que j'utilisais sur la 22, la marque Hawk Optique. Ouais. Et j'avais pris une zoom qui faisait 6, 26 ou même 32, me semble-t-il, Ouais. qui sort en mallette entre 500 et 800 € selon les types de réticules que l'on choisit. D'accord. C'est à peu près ce qu'il faut compter. En général, quand on investit dans une carabine, il faut compter à peu près la même chose dans une optique si on veut quelque chose de performant. D'accord. Mais dans les 500 €, on peut trouver quelque chose de très très bien. Alors, moi, je vais citer deux marques de référence que je connais bien, que j'utilise, donc Vortex et Bushnell. Je confirme, c'est au-dessus même. Voilà. C'est pour aller dans un budget un peu moindre, mais je confirme, Bushnell, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Voilà, Vortex également. Voilà. Donc, Bushnell, pour moi, c'est excellent, et Vortex aussi. Donc, si vous avez les moyens, vous voyez, vous pouvez partir sur du Vortex, du Bushnell ou du Hawk pour débuter, en sachant que le Hawk, donc arrête-moi si je me trompe, hein, t'es là pour ça. Oui, Le Hawk, pour moi, pour débuter, oui, c'est bien, mais à un moment donné, quand vous allez vouloir monter beaucoup plus haut, dans le sens où vous allez voir vous performer et toucher encore plus à la TLD, vous allez être obligé de changer d'optique. Ah oui, sur une certaine limite. voilà. C'est vraiment jusqu'à 200-300 mètres, c'est une lunette qui va très bien aller sur du 22 et un calibre un peu plus lourd, genre du 222 ou autre. Ouais. Même sur une 308, ça peut passer, mais ça commence quand même à devenir limite. D'accord, on est d'accord. Alors justement, tu fais bien de parler des calibres. Donc, alors pour quelqu'un qui va débuter, il va commencer sur du 22 ou du 222 Remington, tu préfères quoi toi, le 22 ou le 222? Les deux sont complémentaires, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur une 222, vous avez une sortie à la bouche qui est proche des 1000 mètres secondes. Oui. C'est-à-dire que c'est un projectile très rapide qui a une trajectoire très tendue. Oui. Donc c'est du 5,56, hein, c'est ce qu'on utilise dans les fusils d'assaut, c'est Tout à fait. le culot de la douille qui est juste différent parce que c'est du semi-auto. Voilà. Mais en projectile, poids ou autre, moi dans une 222, j'utilisais des Fiocchi en 55 grains en ogive. Ouais. Jusqu'à 300 mètres, ça allait très bien. Et l'intérêt, c'est c'est un projectile très léger qui est sensible aux conditions atmosphériques. Ouais. Ça permet à 300 mètres d'avoir des corrections et de travailler avec du vent qu'on aurait sur un calibre, par exemple comme de la 308 à 800 mètres ou autre, Oui. à un budget beaucoup moindre. Parce D'accord. que faut savoir qu'à peu près une boîte de 50 cartouches coûte une trentaine d'euros, voire un petit peu moins. D'accord. Alors qu'on est à 60 € en moyenne pour de la 308 pour 20 cartouches. D'accord. Alors que là, pour moins de 30 balles, on a 50 cartouches de 222. D'accord. Donc au niveau de l'entraînement, c'est complémentaire. Mais le principal, oui, il reste la 22 Longriff, c'est sûr, au niveau économique. D'accord. Et c'est très sensible au vent, on a des corrections de trajectoire à 100 et à 100 mètres, enfin 50 et 100 mètres, qui sont très très intéressantes pour apprendre. Voilà, donc justement, c'est ça le but, en fait, c'est d'apprendre avec des calibres comme ça. Donc moi, je confirme aussi ce que tu dis, c'est que du 222 Remington, étant donné que c'est un calibre très très sensible, il y a aussi le 22 Hornet, il y a aussi le 7 HMR, 17. 17 HMR, pardon, 17 HMR. Très joueur, c'est cher malheureusement, mais qui est très très intéressant. Voilà, il est vachement joueur. Donc là, ça demande, faut de la patience. Et justement, ce sont des calibres qui sont tellement sensibles, on peut dire, sur le plan de la balistique, que ça demande énormément de travail au niveau des corrections, comme tu dis. Et c'est vraiment bien dans le sens où, quand on passera sur un calibre beaucoup plus lourd, comme tu dis, 308, 308 Chester Magnum, 338 et 408 chez TAC, etc., c'est calibre 50 BGM, et ben là, automatiquement, on aura déjà toutes les bases qu'on aura appris avec ce genre de calibre. Effectivement, c'est une très très bonne école. On a des corrections de trajectoire à 100 mètres qui sont très utiles, qu'on peut appliquer sur du plus longue distance avec du gros calibre. Et on s'entraîne à moindre coût, parce qu'une boîte de 22, hein, 50 cartouches, ça vaut moins de 5 €, même pour des matchs. Donc c'est... D'accord. D'accord. Alors, une autre question. À l'heure d'aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, hein, voire même mieux que moi,
il est très, très, très difficile de trouver des clubs de tir avec un minimum, je dis bien un minimum parce que c'est minimum basique, 300 mètres. Ouais, tout à fait. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bon, il existe des stands de privés parce que c'est la catégorie C. Donc, pour information, pour les novices, donc, on est sur une catégorie C, donc soumise à déclaration, non à détention d'acquisition valable 5 ans. Donc là, on est sur la catégorie C. Donc, c'est beaucoup plus, c'est moins contraignant, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, on peut tirer sur des stands privés. Ouais, en terrain privé, c'est tout à fait autorisé. Voilà. Alors qu'une norme de catégorie B, même sur terrain privé, c'est complètement interdit par la loi et vous pouvez avoir de très gros problèmes à utiliser une catégorie B, même sur terrain privé. Absolument, je confirme. Donc ça, c'est à savoir aussi. Donc, alors, quel serait pour toi, on va dire, l'outillage, enfin, je ne peux pas parler d'outillage, le matériel plutôt, il y a l'outillage aussi. On va parler là de tout ce qui va autour. Donc, on a l'arme, de l'arme, maintenant l'homme et le matériel nécessaire de nettoyage et tout ce qui va bien, avec une marge de prix moyenne pour pas se ruiner. Alors on va commencer par la base, donc évidemment l'arme, on vient de le dire avec le calibre par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir en plus? Hors optique? Hors optique. On parle plus de l'optique. Non. D'accord. Kit nettoyage classique, c'est-à-dire une baguette, Ouais. quand même, qui est pratique à la maison. Alors je conseille des baguettes de type Dewey, qui Ouais. sont montées sur roulement. Pas des baguettes à pas cher qu'on trouve à Decat, Ouais. parce que la poignée tourne pas, et ça a tendance à faire patiner le hérisson à l'intérieur. D'accord. Donc des poignées montées sur roulement, quitte à la payer 10 balles plus cher, c'est une qualité de nettoyage qui est incomparable. On le sent tout de suite à la baguette, que le truc tourne tout seul parce qu'il est la poignée en fait est montée sur roulement. Donc D'accord. je conseille ce type-là de poignée, que ce soit Dewey ou autre. Ça, c'est vrai. Ça. Donc un kit de nettoyage long pour la maison est indispensable pour moi, le Borsneck, quand on est au club, pour mettre un petit coup avant de partir, histoire que même si elle reste 1 heure ou 2 dans la voiture le temps du trajet, que les poudres ne corrodent pas quand même le canon. Voilà. Et que Donc ça un reste... Borsneck pour le nettoyage rapide, et baguette et outillage, on va dire, classique pour la maison, là où on a la place, quoi. D'accord. Une mallette, bien évidemment. En général, l'arme est vendue avec une mallette. Enfin, quoique pas toujours, parce que des fois, c'est vendu avec le carton. Je trouve ça un petit peu limite pour certaines armes. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Donc, une mallette. Ensuite, pour ce qui concerne le matériel, donc évidemment, des cartons, ça, il y en a sur le stand. Bon, après, on peut en acheter des différents si on veut faire des tirs de précision, etc., etc. On va y venir après, on va les montrer. On peut faire même ces cibles soi-même, d'ailleurs. Il y en a nous qui est ici, qu'on va montrer tout à l'heure, pour pouvoir faire ce qu'on appelle des zérotages. Donc là, par contre, on va parler du zérotage. Alors, explique-nous exactement le zérotage. Donc, on va parler d'abord de la DRO. Qu'est-ce que ça signifie DRO? Parce que là, les gens, il y en a qui ne le savent pas. Ça serait bien de commencer par la pose de la lunette, avant de parler du zérotage. La pose de la lunette, oui. Disons que le problème premier, lorsque vous achetez une carabine avec un optique, très peu d'armuriers le font. Il y en a quelques-uns qui sont sérieux. C'est-à-dire, vous posez la lunette dessus pour au moins faire un pré-réglage. Ouais. Histoire que quand vous arrivez au club, vous soyez en cible. Parce que ça, c'est un coup à arroser de partout, comme c'est arrivé dans certains clubs que je ne nommerai pas, d'avoir des sorties de projectiles à droite, à gauche. Parce qu'il faut savoir que quand on pose une lunette sur une carabine, hein, on a l'impression que ça tire droit, mais c'est absolument pas le cas. D'accord. L'optique sortie d'usine est pas du tout réglée pour une arme, ni le pontage du rail ou quoi que ce soit. Donc la chose première, déjà, quand vous posez une optique, si vous êtes à la maison, vous avez une douille laser que vous mettez dans la chambre à la place d'une balle, ce qui vous permet d'avoir le laser donc qui va sortir du canon. Voilà, vous pouvez voir ça, c'est un petit outil très pratique. Donc vous mettez ça dedans. Vous vous mettez à une dizaine de mètres, ça suffit, pas besoin d'avoir très loin. Après, si vous pouvez vous mettre à 20-30 mètres, c'est que mieux. Mais 10 mètres, déjà, c'est très raisonnable. Vous mettez le laser sur le mur, vous posez votre optique sur le rail Picatinny ou queue de ronde ou autre, peu importe. Et vous regardez dans l'optique, et avec les molettes, vous alignez jusqu'à ce que le réticule, tombe sur le laser. D'accord. À partir de là, à 50 ou 100 mètres, je conseille à 50 au début, vous êtes sûr d'être en cible et de pas faire de sortie de projectile complètement débile en arrivant au club. D'accord, c'est ce qu'on appelle être dans l'axe. Ouais, c'est ça. La pose de la lunette de base. Genre, on la pose, on prend, on tire, on voit si ça va dans le carton, ça marche jamais, ça va arroser, c'est très dangereux. D'accord. Donc la base, c'est ça. Deuxième chose, si vous prenez la carabine, vous n'avez pas de douille, de ce laser de ce type-là, ce que vous pouvez faire, et qui est très simple, vous arrivez au club, vous posez votre carabine bipied sur le chevalet, si possible à l'aide d'un sac ou autre, vous calez la poignée arrière. D'accord. Pour que la carabine, quand vous enlevez la culasse, vous regardez par le canon, dans l'axe, et il faut que vous voyez le centre de votre cible. Voilà. Vous enlevez la culasse de ce type-là, et vous vous glissez derrière. Voilà. Regardez si Vous calez votre œil dedans, de sorte à ce que le canon, vous verrez là, avec le petit point au bout, soit calé sur le centre de votre cible. D'accord. Alors c'est moins précis qu'un laser, certes, mais ça permet quand même d'être dedans.
De là, vous posez votre lunette dessus, et même principe, et vous touchez surtout pas à la carabine, parce que si elle bouge, vous allez décaler. Donc vous vérifiez bien que la carabine, le canon reste bien pointé, selon comment elle est calée, sur le milieu de la cible, et de là, même principe, vous alignez votre réticule dessus. Quand le réticule paraît au milieu de la cible, et que vous regardez dans le canon, ça va au milieu de la cible, il n'y a pas de secret, normalement, vous devriez rentrer dans le carton, même si ça fait pas une mouche. De là, vous êtes capable de faire vos corrections, parce que vous savez où vous avez tapé. C'est le conseil que je donne. Soit avec laser, soit à la démerde au club, que c'est très simple et ça marche très bien. D'accord, très bien. Alors tu viens de citer des mots justement, donc il va falloir qu'on explique un petit peu pour les novices ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est qu'une mouche? Parce que tu viens de l'employer. Une mouche, c'est le centre même de la cible, c'est ce que vous apprendrez si vous pratiquez après le BR50, qui est vraiment le premier stade de compétition, entre guillemets, qu'on a pour le TLD, ce qu'on appelle le bench rest. Là, c'est du tir de précision 50 mètres. Qui se fait à la 22 long rifle. Sur des cibles qui s'appellent BR50. Il y en a disponibles dans toutes les armureries. Et honnêtement, c'est une très très bonne cible pour s'entraîner. Hein. Vous avez je dis pas de conneries, 25 cibles à peu près. Donc là, en gros, ça fonctionne sur ce principe-là, hein, où vous avez des cibles d'essai pour pré-réglage de la carabine. Après, donc, chacun fait sa ligne de tir. Et vous avez les points, hein, c'est des cibles toutes petites, hein, parce que là on est vraiment très précis. Et la mouche, honnêtement, fait la taille à peine d'une grosse tête d'épingle. Donc on peut toucher le 10 sans toucher la mouche. Donc là, à partir de là, on compte les points. Et après, s'il y a égalité de points, la différence se fait au nombre de mouches qu'on a touchées qui rajoute plus 1. Donc si on a une égalité, je sais pas, de 180 points, le nombre de mouches va faire la différence pour départager. Donc, ce qu'on appelle la mouche, effectivement, c'est de toucher le plein centre de cible qui est marqué du petit rond noir. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans le 10 si on fait pas mouche. On peut être dans le 10 sans faire la mouche, parce qu'il y a quand même une marge. D'accord, donc c'est pour ça que je voulais que ce soit précisé, que ce soit bien compris. Donc, ensuite, alors, maintenant, on va commencer à parler un petit peu dans la mesure où on va investir, par exemple, hein, pour quelqu'un qui va débuter le tir, partir. Alors, donc tu as donné les conseils, donc moi aussi, c'est aussi mes conseils que je donnerai par rapport à un petit calibre. On va partir sur quelqu'un qui va acheter minimum la même chose que moi. Il y a d'autres modèles, hein, mais on va rester dans la même gamme, sur du 308. Est-ce que pour toi, il est évident que la personne qui va faire ça va déjà faire une erreur? Sans avoir les connaissances. Sans avoir les connaissances, c'est obligatoire. D'accord. Ne serait-ce que pour le rodage d'une carabine, il faut savoir que la 22, le rodage est pratiquement même pas utile parce que ce sont des ogives plomb. Et honnêtement, c'est pas ça qui va vous limer le canon. Donc par contre, là-dessus, sur les... Bon, il y a toujours quelques bavures, on va dire d'usinage, hein, mais qui partent en 2 cartouches sur une 22. Par contre, sur une 308, je conseille un rodage d'une centaine de cartouches à tirer à rythme, à un intervalle assez régulier, mais pas rapproché, pour pas que vous ayez une surchauffe du canon, ce qui risque d'endommager et de flamber le canon lors du rodage. Une centaine de cartouches tranquilles, et là, le but, c'est d'être en cible. Cherchez pas à faire quoi que ce soit, parce que tant que le canon n'est pas rodé, vous n'aurez pas une stabilité de tir. Et encore, quand je dis 100, c'est pour être gentil. À 100, on peut commencer à travailler, à s'amuser, mais honnêtement, la carabine est bien à partir de 150, 200 cartouches. D'accord, ok. Alors, quelle est la moyenne de vie d'un canon? On va dire par rapport, on va parler sur du 308, par exemple. Et suivant, alors, c'est pareil, c'est une question de qualité de canon. Ouais, tout à fait, c'est vraiment aléatoire, hein, en fonction du type d'ogive qu'on utilise, du poids, du grain. Une ogive de 160 grains va pas user le canon de la même manière qu'une 180 ou autre. Donc ça, c'est vraiment... c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Moi, je dirais que ça se juge vraiment à l'œil, en prenant des mesures du pas de rayure et surtout en sortie de bouche. C'est là que ça s'abîme le premier, en fait. C'est là que ça part. Voilà, justement, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Hein. Je parle souvent des freins de bouche, des bouches de canon, notamment sur les armes de collection, qu'il faut faire très attention. Donc ça, c'est un autre domaine. Hein. Je vous invite à aller voir les vidéos à ce sujet. J'en parle assez régulièrement là-dessus, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus important sur n'importe quelle arme. Hein. À savoir qu'un coup sur une bouche de canon, c'est à part avoir des conséquences sur la précision dramatiques. C'est rédhibitoire. Hein, tout à fait. La moindre bavurage, ça va rayer le projectile en sortie. Et ça va lui donner une prise d'air qui va faire qu'il va complètement flotter et être complètement instable et imprécis à souhait. Oui. Donc, alors, maintenant, supposons que la panoplie du tireur TLD, on va dire de base, hein, part sur un 308. Donc, pour quelqu'un qui a déjà l'habitude des gros calibres, on va dire que ça, c'est très bien. Oui, complètement. C'est le plus commun. Au niveau des munitions, c'est ce qui coûte, on va dire, le moins cher, entre guillemets, parce que c'est énormément diffusé. Et le choix de la 308, c'est un très très bon choix. Parce que la 308 mag, elle est bien aussi, mais les munitions coûtent presque le double. Et pour tirer à 800 mètres, honnêtement, une 308 classique, avec
on va dire du 104, à partir de 180 grammes, vous allez à 800 mm, mais sans problème, c'est pas la peine d'aller dépenser plus, en fait. Oh, d'accord. Après, c'est pour le plaisir, on a le droit de se faire plaisir et de se offrir Oui, une belle bien arme si évidemment. on a envie. Voilà, bien évidemment. Donc, maintenant, supposons qu'on passe sur du haut de gamme. Donc là, on va parler d'optique. Donc là, ici, comme je l'ai dit, nous avons la PM2, donc version militaire police, avec un réticule de H37. Alors là, on va essayer d'expliquer brièvement, je dis bien brièvement, dans les points clés et fondamentaux, les réticules, grosso modo, puisque en fait, vous allez acheter un optique avec des réticules stadimétriques, avec une complexité que vous n'allez pas forcément comprendre. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose de compliqué dans le sens où j'ai déjà eu le tour. T'as des gens, ils achètent des lunettes 4000 €, 5000 €, des trucs et des machins, mais ils savent pas du tout s'en servir. Ah, c'est ce qui est de mieux, hein, mais d'abord, faut passer par, on va dire, le basique. Ouais. On n'apprend pas à faire du vélo sans mettre des petites roulettes au début. Hein. Voilà. Ou sinon, on tombe. Hein. Alors, on est d'accord. Donc, alors, explique-nous un petit peu les réglages au niveau des tourelles, par exemple, par la différence entre MO1 et... Milrad. non. Oui, MO1 et Milrad, pardon. Donc, alors, la grossière erreur, malgré que ce soit le plus diffusé dans le commerce, et je trouve que c'est une absurdité, c'est de prendre des lunettes qui sont en quart ou en huitième de MOA. Ouais, ça, c'est une... Ça, il faut savoir que c'est des minutes d'angle MOA. Voilà, est-ce que tu peux nous Les expliquer? minutes d'angle, c'est pas du système métrique. C'est-à-dire que nous, les Européens, ça nous emmerde énormément parce que c'est basé à la base sur des pouces et des inches. Oui. Donc aujourd'hui, pour faire des calculs, c'est vraiment l'enfer. Et à part avoir sa petite table à côté de trucs pour savoir qu'un clic correspond, si je dis pas de conneries, je crois que le MOA, ça correspond à 3,6 mm à 100 mètres chaque clic. Ouais. Alors que le millirad, hein, on est à 1 cm Ah, 100 mètres. à 100 mètres. Ce qui est beaucoup plus facile au calcul, à la contre-visée et autres. C'est-à-dire que en MOA, par exemple, là, sur 1000 mètres, je dirais, je sais pas, je suis obligé de sortir ma feuille, comme un imbécile. Ouais. Alors que sur du millirad, c'est tellement simple. Un clic, c'est 1 cm à 100 mètres. Un clic, c'est 10 cm à 1000 mètres. D'accord. Et de là, ce que je conseille, les réticules les plus simples, c'est les 1000 dots. Tout simple de base, pas de fioriture, pas de laser, pas de trucs comme dans les jeux vidéo. C'est un 1000 dots de base, c'est-à-dire une croix, avec des points qu'on appelle 1000 dots de chaque côté, en haut et en bas, qui permettent la contre-visée très simplement, parce que un clic, enfin, un 1000 dots va correspondre à 10 clics sur la lunette. D'accord. Donc c'est très facile de contre-viser également. Donc on sait qu'à 100 mètres, si on est dehors de 10 cm, au lieu de pré-régler la lunette, eh ben, on décale d'un 1000 dots sur la lunette. Donc ça permet des contre-visées très rapides, sans avoir à toucher à la lunette, et une facilité de réglage quand on a le temps, bien sûr. Donc là, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça, je te remercie d'expliquer ça comme ça, parce que là, on est dans de la simplicité, au niveau du calcul mental, déjà, à la base. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu utilisais en opération. Ah, mais complètement. Puisque, alors, En Europe, on utilise ça. ben voilà, puisque là, par exemple, la PM2 qui est en version police militaire, donc ça, c'est la militaire, mais la police utilise aussi, on est en MRAD. Oui, bien sûr. Logique. C'est évident. Donc, vous voyez, ça, c'est un facteur qui est vraiment à considérer important, puisque ça va faire toute la différence. Ouais. Alors, la lunette n'est pas moins précise, attention. C'est juste qu'au niveau des calculs, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, une lunette en MOA, si j'habitais aux États-Unis, par exemple, pour ne citer que, je prendrais ça parce que je serais habitué au inch et pas au système métrique. D'accord. Donc, mais nous, habitant en Europe, il est bien évident que par simplicité, on choisit du millirad. Ça coule de source. D'accord, ok. Alors, il existe aussi, comme sur la PM2, des tourelles de réglage doubles. Non seulement celle-ci, elle en est équipée à double tour. Qui sont un petit peu complexes quand même pour les débutants. Voilà, donc ça, c'est à éviter, les amis. C'est beau, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça, faut vraiment déjà avoir une très bonne expérience, déjà dans de la TLD, pour pouvoir commencer à utiliser ce genre d'engin. Oui, et puis le prix refroidira les débutants, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, ça aussi. Est-ce que tu peux nous montrer un réticule typique militaire H37 Oui, tout à fait. Expliquer grosso modo ce que tu viens d'expliquer en quelques mots-clés. Ouais, tout à fait. On va essayer de faire simple. Alors, je sais pas si sur la Non. vidéo, on va bien voir Voilà. les inscriptions. Si. Voilà. Alors ici, c'est un réticule H37. Donc là, ici, vous avez le réticule basique. Le centre de votre impact, quand la lunette est réglée, est ici. Non, on voit pas bien, il faut que tu décolles ta main. Hop, et Voilà. est ici. Donc là, c'est le milieu. Chaque point que vous avez, alors je sais pas si on voit bien la vidéo, là on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça correspond, c'est des centaines de mètres. Donc au-dessus, vous avez une contre-visée de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et également sur les côtés, vous avez les mètres, mais ça c'est pour la dérive latérale, si vous constatez à cause du vent ou autre que vous avez une certaine dérive. Donc ce type-là de réticule est très pratique,
Parce qu'une fois zéroté, et ça, on y reviendra, une fois que la lunette est posée pour un réglage basique de zérotage à 100 mètres, vous avez donc à 100 mètres votre impact qui est là. Si vous bougez à 300 mètres, par simple contre-visée, vous savez qu'en tirant ici, vous êtes dedans. D'accord. Donc ce type-là de réticule, vu que c'est du millirad, est très facile à calculer. D'accord. Là, je serais en MOA, je saurais qu'un truc, putain, ça fait pas 1 cm, ça fait 0,3 mm, je sais pas quoi, de combien je clique. Le temps que je réfléchisse, en fait, c'est fini, en fait. D'accord. Donc voilà pourquoi, tout simplement, un réticule de ce type-là, ou tout simplement, vous avez des réticules, comme j'ai dit, 1000 dots, où là, vous allez avoir donc la croix comme ça, et les 1000 dots qui correspondent à 10 clics qui sont là, gradués. Tac, un point, 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 et là. Et il n'y a aucune autre inscription. Ça permet déjà de dégager, pour moi, le visuel, d'avoir une meilleure clarté et visibilité de ce qui se passe dans le champ de la lunette. Parce que déjà, quand on a des forts zooms, c'est très difficile d'acquisitionner une cible, notamment de trouver sa cible. Donc, ce que je conseille déjà, d'abord, petite parenthèse pour les débutants, si vous avez une lunette qui zoome fort, genre x24 ou 32 pour du BR50 ou autre, mettez en cible en x6. Parce que zoomer en x26 ou 30, pour arriver à ne serait-ce trouver sa cible, et une 300 hein, qui est déjà assez grande, je vous garantis que des fois c'est pas simple. D'accord. Donc mettez en cible avec le fort zoom, enfin le petit zoom, et dès que vous êtes dedans, vous augmentez le zoom pour pas galérer à chercher votre cible, ou tirer sur celle du pote parce qu'on s'est trompé et qu'on voit ça sous Ouais, ça c'est... tu le sais. J'ai déjà vu ça. Et puis pour blague, des fois je m'amuse à faire des trous sur celle des copains. D'accord, ok. Bon, super explication. Mais écoute, je te remercie bien parce que ça c'est vraiment important pour les novices, au moins c'est clair. Maintenant, on va parler du zérotage. Alors explique-nous ce que ça veut dire exactement, parce que là on part de la base. Hein. Ouais. Qu'est-ce que le zérotage et comment faut faire son zérotage et pourquoi faut faire son zérotage et quelle est la signification, ça j'y tiens, j'en ai parlé tout à l'heure, de la DRO. D'accord. Alors, le zérotage, alors sur ces lunettes, c'est un petit peu trop compliqué, donc on va passer outre. On va faire, si c'était une tourelle classique. Ouais. Donc sur une tourelle classique, donc vous avez ici le nombre de clics, ici, pardon, hop, elle est verrouillée, hop, tac, qui détermine, tac, tac. Là, vous avez donc la hauteur. Vous avez ici sur le côté donc le latéral, parce que vous avez left. Et là, ici, vous avez ce qu'on appelle le parallaxe, ou en gros le flou, hein, pour les débutants, la mise au point. En gros, voilà, comme sur des jumelles, la mise au point. Voilà. Histoire qu'on voit net sa cible, parce qu'à 100, 200, 300, forcément, on n'a pas la même mise au point de l'objectif. D'accord. Donc, à partir de là, vous mettez votre, après rodage, bien sûr, vous posez votre lunette, vous mettez en cible, et vous faites un groupement. Je conseille 5-6 cartouches, et on parlera de température après. Vous mettez 5-6 cartouches dans le carton, et vous voyez votre groupement. À une distance de 100 mètres. Oui, c'est sur une 22, je dirais 50 mètres. La zéroté à 50, parce que c'est ce qu'on va faire le plus. Ouais. Mais une 308, ouais, moi je dirais 100 mètres, parce que quand on arrive, généralement, on se chauffe sur le 100 mètres, et après on passe sur le 200, 300, quand on est bien. Donc je conseille le zérotage sur 100 mètres, c'est très pratique. Surtout qu'après, même si on passe sur du 1000 mètres, c'est juste, en fait, 10 clics, en fait. Ouais. Mais ça sera... on verra plus tard. On verra plus tard, ça. Donc là, en gros, vous posez la lunette, vous faites comme on a expliqué, vous mettez en cible laser ou autre pour avoir votre réticule sur la cible. Dès que vous êtes dedans, vous regardez votre groupement. À partir de là, ça vous permet à 100 mètres, vous savez qu'avec un certain nombre de clics, là, si c'est du millirad, vous voyez, c'est très simple, j'ai pas besoin d'un papier. Hein, je décale de 2 cm, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 2 clics parce qu'on est à 100 mètres. Ouais. C'est tellement simple que je comprends pas pourquoi on fabrique autre chose. Mais bon, bref, passons. Donc, à partir de là, à partir où vous avez votre groupement, ouais, pardon, vous allez essayer, donc, avec vos clics, donc, latéral et horizontal. Pour la maquette, c'est mieux parce qu'avec les... Oui, c'est vrai. Donc, que ce soit latéral, voilà, ou, enfin, pardon, latéral 1 ou vertical, vous vous démerdez à aligner un petit peu près. Donc, il faut savoir qu'il faut pas non plus penser à faire qu'un trou à chaque fois. Hein. Une dérive sur une 308 de 1 cm, c'est pas forcément un coup de doigt, ça peut être une différence de projectile parce qu'on recharge pas. Et les projectiles du commerce, forcément, des fois, ça a on va dire une précision plus aléatoire que si on recharge. C'est irrégulier. Voilà, c'est ça. Mais ça reste quand même. Et en général, c'est donné. Hein. Sur les balles, les boîtes de 22, vous verrez que sur des matchs, ils donnent un groupement peut-être de 1 cm ou 2 ou une connerie. Et si vous prenez des décathlons à 3 balles, vous verrez que le groupement sera donné pour 3-4 cm. Donc effectivement, la lune étant moins précise, vous avez un groupement moins serré. Bon, ça après, c'est une question de budget quand on s'entraîne, quand on veut passer du temps ou performer, ça regarde les utilisateurs. Donc une fois que vous avez arrivé à grouper vos tirs et que vous êtes satisfait de vos groupements, vous pensez que vous êtes dans le 1000. Voilà. À ce moment-là, sur la lunette ici, bon, alors on parle pas de ce modèle-là, sur un modèle classique, vous avez une vis à laine qui est ici. Parce que vous voyez tous les numéros qui sont là, 20, 30, 19, on ne sait plus à quoi ça correspond. Vous démontez votre tourelle, et vous avez le 0 qui est dessus. Donc à ce moment-là, le 0, vous le posez, tac,
et vous revissez votre vis à laine. Oui, en général, À ce moment-là. il y a une marque, là. Ici, on Ouais, peut ouais, voir, tout à fait. avec un trait ou un point. Ouais, tout à fait. Et c'est là où il faut mettre Vous la voyez là, la flèche? C'est ce qui correspond à votre réglage, en fait. Moi, je l'avais pris de côté. Hop, elle est verrouillée. Là, voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, on est sur 9. Le but étant de dévisser la vis à laine qui est ici. Vous sortez la tourelle et vous venez la repositionner sur le 0 qui est là. Donc là, vous prenez votre tourelle, toc, vous la reposez, vous revissez et vous êtes zéroté. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui font une histoire de quoi que ce soit et qui inventent des théories de l'espace. C'est extrêmement simple. Une fois que vous êtes sensible et satisfait de votre groupement, vous dévissez la vis à laine, vous reposez la lunette, hop, avec le 0 sur le 0, d'où le zérotage. Voilà. Et voilà. Et À partir de là, sur 100 mètres, vous êtes réglé. Et sur 300 mètres, vous faites un petit carnet et vous savez qu'à 300 mètres, à telle température ou Tant de condition, vous nécessitez tant de clics. En général, les gens se le scotchent ici. Oui. Hop, là, ici, là-dedans. Vous mettez vos petits correcteurs et Bon. comme ça, vous êtes tranquille. Montre parce qu'on voit pas bien. Voilà. Donc, quand vous enlevez le capuchon ou autre, c'est ce qui est très pratique. Ce qu'on retrouve tout souvent sur les lunettes militaires ou autre, c'est tac, pas besoin de carnet, vous avez tous vos calculs qui se trouvent dans le bouchon. Ce qui est relativement pratique. Ouais, tout Voilà le conseil que je donne à un débutant. Alors là, je suis vraiment content que tu aies pu nous expliquer ça, puisque en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est carrément, mais à 200%, la formation OP qu'on a eue. Ah oui, tout à fait. C'est clair, c'est net, C'est pas une formation bien qu'on a en club, ouais, tout à fait. c'est Précis, il n'y a C'est pour pas être de, efficace. comme tu dis, de théorie de l'espace. pas De prise de tête, de machin, prise de tête. conneries, c'est très très Ouais. simple. Voilà, les zérotages, les amis, c'est exactement ce qu'il vient de vous dire. Ce qui vous explique dans les clubs, il y en a qui croient tout savoir, les écoutez surtout pas. Vous mettez votre lunette en cible. Une fois que vous êtes satisfait de votre groupement à 100 mètres, vous sortez votre tourelle, vous mettez sur 0 et c'est zéroté. C'est comme ça. Voilà. C'est très simple, ça prend 10 minutes en club. Voilà. 5 cartouches. Allez, 10 si on a envie pour se faire plaisir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens que sur les armureries militaires, pour certaines armes, pour les zérotages, quand elle avait été prêtée à quelqu'un, on refaisait le zérotage. Ah ouais, tout à fait. Parce qu'on n'appuie pas du tout ça Voilà. joue sur la même manière. Voilà. Parce qu'il faut savoir, vous ferez le test de vous-même. Posez votre joue sur l'appui-joue et décalez-vous un tout petit peu la tête de grosse à dot. Mais très légèrement, vous verrez d'un millimètre en regardant votre cible et vous verrez le réticule qui se déplace. Donc, chose très importante, qui joue sur la précision et ça que les débutants ne connaissent pas, il est très important de poser tout le temps son menton et sa joue au même endroit sous l'appui-joue, de bien le régler et d'être vraiment calé pour avoir vraiment tout le temps le même axe œil-lentille. Voilà. Si votre œil est désaxé ne serait-ce que de 1 mm par rapport à vous le posez d'habitude, à 1000 mètres, vous êtes largement à côté, alors qu'à 100 mètres, vous allez taper, mais vous comprenez pas pourquoi celle-là, elle est 1 centimètre à côté. Le positionnement est super important. Alors, je vais me permettre de dire quelque chose, parce que ça, c'est très bien d'avoir dit aussi. Petite astuce, donc arrête-moi si je me trompe, nous, en formation et en entraînement, une fois que ça, c'était ancré, que notre position était, on l'avait trouvé, etc., que c'était au top, ils nous mettaient sur la crosse un Chatterton, Ouais, tout à fait. pour délimiter la zone où on devait appuyer notre joue. Ouais, tout à fait. Mais moi, ce que je fais, après, c'est une technique personnelle, je fais une petite croix avec le couteau. Comme ça, quand je pose ma joue, je sens si je suis je sens l'aspérité de la croix et je sais où je dois la poser. Ah, c'est pas bête non plus, ça, effectivement. Donc, ça Sur part une en arme cascade. militaire, on Non, touche non, pas, je suis d'accord, mais je parle moi sur mon arme de club. Généralement, je fais une petite entaille au couteau, juste une petite entaille ou autre, que quand je passe ma joue, je sens l'entaille, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que j'y suis. Sinon, c'est j'ai Oui. l'honneur de vous rendre compte, en ayant regardé la chaîne R, Constellation Tacticale, que j'ai pris mon couteau, que j'ai commencé à tailler dans la crosse de mon FRF2. Je déconseille aux gens qui sont opérationnels, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite pointe d'humour. Donc, alors là, on a fait un petit tour rapide et global avec des explications super intéressantes pour le début, pour tous les gens qui veulent s'initier et se lancer dans la TLD. Alors maintenant, on va parler d'une chose rapide. On va pas s'étaler là-dessus, parce que ça, je rappelle à un spécialiste dans ce domaine. J'en ai fait, comme je l'ai dit, mais j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Je peux pas m'occuper de la chaîne, ma vie privée, etc. C'est impossible. Le rechargement. Est-ce que il est préférable de faire de la TLD avec des munitions manufacturées, ensuite passer au rechargement, ou alors il faut faire de la TLD et recharger? Je te demande ton avis et ton opinion. Tout dépend dans quel but on va pratiquer la TLD. Si c'est dans vraiment le but purement loisir, et moi le premier, honnêtement, si j'ai le droit de citer une marque, moi en une, qui marche très très bien, je prenais des GGG 180 grammes, j'ai pas besoin de me casser le cul, ça tape nickel. Après, c'est vrai que si je m'engage sur une compétition ou autre, ou que j'ai quelque chose d'important, effectivement, là, je vais m'amuser à recharger et je vais faire des tests 1 mois à l'avance. Mais c'est quelque chose de contraignant et de très pénible, et si on n'a pas obligation de résultat, honnêtement, des mules standards,
Mis à part le désavantage que c'est un petit peu plus cher, vous n'avez pas envie de vous faire chier, testez des différentes mules qui vont avec votre carabine, parce que même si c'est la même que votre collègue ou autre, les canons sont tous usinés de manière différente. Ça, je l'avais signé dans une Une vidéo. fraise s'use, et d'un canon à l'autre, ça c'est la même carabine, elle va pas tirer pareil et nécessiter le nombre de grains, à Oui, peu de choses d'accord. près. Tout à fait. Donc une fois que vous avez trouvé ce qui correspond à votre carabine, honnêtement, des mules manufacturées, mais de bonne qualité. Pas des parties. Je voulais pas citer le nom, mais pas des munitions pas chères à la con qui vont vous faire du dépôt dégueulasse dans le canon. Je pense que du GGG ou de la Sierra, un truc dans le style, c'est de la très très bonne mule en 180 grammes pour des canons courts de ce type-là qui sont nickel. Ok. Et sur des canons plus longs qui, vous pouvez prendre, aller descendre jusqu'à 160, 165 grammes, c'est bien parce qu'elles sont un peu moins chères. D'accord. Les 180 sont mieux. Alors, pour finir la vidéo, on va parler de calibre, on va dire, standardisé dans le sens opérationnel et civil. Je m'explique. Beaucoup vont comprendre ce que je veux dire par là, et je pense que tu as tout à fait compris ce que je dis. Pour moi, les calibres pour la TLD, donc c'est simple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on débute sur du 22. Une petite 222 histoire de s'entraîner pas cher. Maintenant, si on veut passer sur un modèle beaucoup plus lourd, et je vais venir jusqu'au vachement lourd, on passe sur du 308 et du 50. Basta. Tout ce qui est 408 chez TAC, tout ce qui est 338, la Puma Magnum, 458, etc. C'est comme moi ce que j'appelle les calibres Exotique. C'est Donc, très exotique. C'est très bien. Je ne dis pas, je ne dis pas que c'est pas bien. Attention, il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est des super calibres, il n'y a aucun problème. Déjà d'une, ça va vous coûter la peau des fesses. En deux, au cas où, vous n'en trouverez pas. Maintenant, j'ai bien dit le mot autant, 762 autant, 50. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. 22 Lorif, 223 556, Mhm. 222 Remington. L'avantage qu'on a, c'est que bon, les étuis, on peut les recharger. Mhm. Donc du 556 et les ogives, c'est les mêmes. Donc Et c'est les mêmes ogives que le 223, donc c'est très pratique. voilà, c'est les mêmes ogives que le 223, donc je vais l'inclure quand même dedans, le 222. Donc 222, 223, 308, calibre 50. Point barre. Je suis entièrement d'accord. C'est les premières choses à avoir dans son armoire quand on veut faire du tir longue distance, c'est une 22, une 222, une 308. Et après de là, si vous voulez vous faire plaisir, un calibre exotique pour tirer plus loin. Voilà. Moi, personnellement, c'est la 408 chez TAC que j'aime bien, mais après, ça, c'est des goûts personnels. Ouais. Mais du 50 BMG ou de la 338 sont des armes très, très intéressantes qui permettent là de dépasser les 1000 mètres, purement pour le plaisir. Mais après, il faut savoir que ça coûte très, très cher. Ah oui. Parce qu'à partir de là, une bonne optique, c'est minimum 3000, 3500 balles. Celle-là. Voilà, tout à fait. Et moi, sur la 408 chez TAC, je vous le dis honnêtement, je la sortais 2 fois par an. C'est 20 € la balle. Hein, c'est des ogives rectifiées autour au micron près. Et c'est un 20 € la bastos. Donc, en gros, dans l'après-midi, on appuie 10 fois, c'est 200 balles. Donc, autant vous dire que ça fait plaisir, mais c'est exotique. C'est plus pour la collecte et le fun, on va dire. D'accord, ok. Donc vous voyez les amis, là vous avez l'avis d'un spécialiste dans le domaine, bien expérimenté, qui vous donne vraiment toutes les bases et qui vous explique un petit peu ce qu'est vraiment la TLD. Donc il y aura d'autres vidéos, je vous le dis tout de suite, je vous dis pas quoi, mais il y aura d'autres vidéos, hein, en ta présence et la présence aussi de quelqu'un d'autre, donc on sera 3 ce jour-là. Attention, elles risquent d'être longues les autres vidéos, mais on va essayer de les couper, on va voir, parce que là on va vraiment rentrer dans du pointu. Hein, donc on va parler de température de canon, etc., les chambres, les trucs, les machins. Donc puis encore, j'en passe. Et l'aspect balistique qui est très complexe. Oui, alors ça c'est autre chose. Qui pourra Donc peut-être voilà les amis. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.